Bonjour, dans cette partie nous allons parler d'intervalles de fluctuation. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien en fait, il s'agit de vérifier une affirmation qu'on me donne, à savoir si elle est vraie ou fausse. Ou disons que dans une certaine mesure, est-ce que je vais accepter l'affirmation qu'on me donne ou ne pas l'accepter? Alors, si je prends une population, par exemple des pièces de monnaie ou des pièces à la sortie d'une chaîne de fabrication. Dans cette population, j'étudie un certain caractère. Alors sur les pièces de monnaie, je vais étudier si elles sont truquées ou pas. Dans la chaîne de fabrication, je vais étudier si elles sont les pièces qui sortent, alors des pièces, des moteurs, des ampoules, peu importe, sont défectueuses ou pas. Et alors, dans le cas des pièces de monnaie, eh bien, si on me dit que la pièce qu'on me présente n'est pas truquée, ça veut dire que je dois avoir une proportion qu'elle tombe sur pile ou sur face de 0,5. Si maintenant j'étudie par exemple, je suis en contact avec un fournisseur et il me dit moi j'ai 5% des pièces qui sortent à la sortie de ma chaîne de fabrication qui sont défectueuses mais pas plus. Et bien à ce moment-là, ça veut dire que P va être égal à 0,05. C'est le nombre de pièces défectueuses, c'est le caractère que j'étudie. Moi je veux savoir si, avant de jouer avec la pièce de monnaie, si effectivement elle est truquée ou pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer ma pièce de monnaie une centaine de fois, même exactement 100 fois. Ça va être mon échantillon. Mon échantillon de 100 lancers. C'est comme si je testais finalement 100 pièces. Et puis, dans cet échantillon, justement, je vais regarder ce caractère. Combien de fois ça tombe sur pile. Comment je fais? Je calcule la fréquence. Je regarde le nombre de fois où je tombe sur pile. Alors, admettons que sur les 100 lancés, j'ai 10 piles. Donc, ça fait 10 divisé par 100. Ça fait 0,1. Et ensuite, je vais discuter par rapport à un intervalle que je vais mettre fixé. On va voir comment on le calcule après. C'est-à-dire, est-ce que cette proportion de 0,1, cette fréquence de 0,1, elle est très éloignée ou pas de la proportion théorique de ce que je devrais obtenir quand je fais pile ou face. Si cette fréquence est trop éloignée, c'est-à-dire n'est pas dans ou fluctue trop autour dans un intervalle qu'on va définir, c'est pour ça qu'on dit intervalle de fluctuation. Si cette fréquence elle fluctue trop par rapport à cet intervalle, je vais dire non, la pièce, l'affirmation qu'on me fait est fausse, la pièce a l'air d'être truquée. Sinon, je dirais a priori l'affirmation est juste, mais on va voir que ça sera avec un pourcentage d'erreur possible par rapport au fait d'accepter l'affirmation qu'on me donne. Voilà. Voilà l'idée. Donc c'est quand on travaille sur un intervalle de fluctuation, c'est pour vérifier une affirmation. On prend un échantillon. Alors pour cela, il faut connaître la proportion théorique ou la probabilité théorique. Je prends un échantillon, je calcule une fréquence et je vérifie si cette fréquence est dans l'intervalle qu'on appelle l'intervalle de fluctuation ou pas. Et ensuite, je décide si j'accepte ou non l'affirmation qu'on me fait. Voilà. Maintenant, on va déjà écrire le théorème, le démontrer, et puis après on va voir un exemple. Le théorème, qu'est-ce qu'il me dit? On prend alpha compris entre 0 et 1. Xn, une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n, p. Jusque là, ok. Alors ici, ça serait la pièce de monnaie, succès ou échec, pile ou face. D'accord. Si x est une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite 0, 1,
On appelle U alpha l'unique réel tel que la probabilité que grand X soit comprise entre moins U alpha et U alpha est égale à 1 moins alpha. Grand X, hein, c'est la limite des variables aléatoires, là, hein, d'accord. Si tu te souviens dans le chapitre sur la loi normale, on a déjà parlé de ce réel U alpha. Et bien à ce moment-là, la probabilité que la fréquence qu'on va appeler grand F indice n, cette fréquence c'est quoi? C'est xn divisé par n, hein, c'est mes échantillons. Eh bien la probabilité que cette fréquence prenne ses valeurs dans l'intervalle, alors il est un petit peu compliqué, hein, l'intervalle, il va falloir l'apprendre par cœur pour une ou deux valeurs de U alpha, et puis après se souvenir aussi que à la place de ces valeurs-là, on met U alpha. Ben, l'intervalle IN, qui dépend donc de mon échantillon, N, c'est quoi? C'est P, P c'est la probabilité théorique, moins U alpha, c'est le réel qu'on va définir un peu après. Racine de P, facteur de 1 moins P, ça doit te rappeler, alors c'est pas tout à fait ça, mais ça doit te rappeler l'écart type dans le cas de la loi binomiale. Hein, normalement l'écart type c'est NPQ, ici c'est P facteur de 1 moins P, P fois Q, racine de P fois Q, donc racine de P fois 1 moins P, divisé par racine de N. Le N, hein, ça sera l'échantillon, dans le cas de la pièce de monnaie, là, c'est 100, d'accord. Le P, dans le cas de la pièce de monnaie, c'est 0,5. On va voir U alpha après ce que c'est, donc ici je remplace par 0,5, donc ça me fait 0,5 fois 0,95, divisé par racine de 100. Et puis la borne supérieure de l'intervalle, c'est la même chose, mais avec un plus. Eh bien, la probabilité que les valeurs de la fréquence soient dans cet intervalle se rapproche de 1 moins alpha quand n devient très grand, c'est-à-dire la limite que la fréquence soit dans l'intervalle est égale à 1 moins alpha. Alors si je veux une précision à 95%, le alpha va valoir 0,05. Hein, voilà, 1 moins 0,05, ça va faire 0,95, et donc je saurai que au seuil de 95%, eh bien ma fréquence elle est bien dans l'intervalle ainsi défini. Alors voyons la démonstration de ce théorème, puisque ça fait partie des exigibles, des démonstrations exigibles. Donc on a posé grand X indice n, la loi binomiale, la variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres NP. À ce moment-là, c'est le théorème de Moivre-Laplace, hein, on fait le changement de variable suivant. On prend la variable Z indice n. Alors pourquoi en fait on est en train de créer la loi normale centrée réduite, mais pour cela, il faut d'abord centrer les variables aléatoires grand Xn. Donc pour les centrer, il faut enlever la valeur moyenne ou encore l'espérance en probabilité, donc on fait grand Xn moins l'espérance, et puis on la réduit, c'est-à-dire on la ramène à 1 en divisant par l'écart type, sigma de Xn. Donc cette suite de variables aléatoires tend vers la loi normale, centrée réduite de paramètres N01, et c'est le théorème de Laplace hein, qui nous donne ensuite que la limite de cette variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite soit comprise entre A et B, eh bien c'est l'intégrale de A à B de, tu sais c'est la formule, hein, 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2 dx, quel que soit A et B, appartenant à R avec A inférieur à B. Alors, voyons voir si ensuite, ce qu'on disait dans le théorème, est-ce que la probabilité va bien être égale à 1 moins alpha lorsque la probabilité que la fréquence prenne ses valeurs dans grand I, la probabilité que grand X soit comprise entre moins U alpha et U alpha soit égale à 1 moins alpha. Vérifions cela. Alors, notre variable aléatoire là, c'est xn moins e de xn sur sigma de xn. E de xn, dans le cas de la loi binomiale, on sait que c'est n fois p. Donc je remplace l'espérance par n fois p.
Je sais par ailleurs que l'écart type, bah, c'est n racine de n, p, q. Bon, là je remplace, racine de n, p et q c'est 1 moins p. Puis ensuite, on va factoriser par petit n. Donc ça me donne n, facteur de grand xn sur n, et puis ici, bah, moins p. Ici, on factorise par n, et bien comme j'ai racine de n, si je factorise par n, il faut que je divise par racine de n, puisque n, c'est racine de n fois racine de n. D'accord? Donc là, on factorise par n et on divise par racine de n. Comme ça se simplifie et ça nous fait bien racine de np, facteur de 1 moins p. On peut simplifier ensuite par n, d'accord? Ce qui nous donne la fréquence indice n moins p sur racine de p, facteur de 1 moins p sur racine de n. En fait, l'idée, c'est on part de la variable aléatoire Zn, d'accord, qui est comprise entre A et B. Hein? Or, cette variable aléatoire, on vient de voir qu'on peut la remplacer par f indice n moins p sur racine de p facteur de 1 moins p, le tout sur racine de n. Et c'est compris entre A et B. Eh bien, multiplions, puisque ce qui est au dénominateur est positif, on multiplie tout par ce qui est au dénominateur. Ça va nous donner fn moins p, qui est compris entre A racine de p facteur de 1 moins p sur racine de n, et puis b racine de p facteur de 1 moins p sur racine de n. Puis ensuite, il ne nous reste plus qu'à ajouter p de part et d'autre, et on a que fn est compris entre p plus a racine de p 1 moins p sur racine de n, et p plus b racine de p 1 moins p sur racine de n. Maintenant, étant donné que, d'après le théorème de Moivre-Laplace, la limite de la probabilité que Zn soit dans l'intervalle AB, c'est intégrale de AB de 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2dx, eh bien, on remplace Zn compris entre A et B par Fn compris entre P plus tout ce bazar et P plus tout ce bazar. Et c'est toujours égal à la racine de A à B à l'intégrale de A à B de 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2 dx. D'accord? Donc en fait, on a fait que, à l'aide du changement de variable, transformer cette limite-là en celle-ci, l'écrire autrement. Or, on a dit que alpha est compris entre 0 et 1. Ça signifie qu'il existe un unique réel positif, on l'a vu dans le cours sur la loi normale centrée réduite. Hein. Il existe un unique réel positif U alpha, tel que la probabilité que grand X soit compris entre moins U alpha et U alpha est égale à 1 moins alpha. Hein, avec grand X qui suit une loi centrée normale réduite. Je remplace A par moins alpha, B par U de alpha, et on va obtenir exactement ce qu'on recherche, c'est-à-dire la limite de P moins U alpha racine de tout ça, la limite de la probabilité que grand Fn soit dans l'intervalle de fluctuation dont on a parlé, hein, l'intervalle qui est ici, voilà, et bien la probabilité que la limite de la probabilité que Fn soit dans cet intervalle est bien égale à 1 moins alpha. Voilà, ça nous donne en fait la précision. Hein, 1 moins alpha, c'est la précision avec laquelle on se trompe, on va se tromper ou pas. Eh bien, cet intervalle, ensuite, on te dit que il s'appelle intervalle de fluctuation asymptotique. Alors, intervalle de fluctuation, on voit bien pourquoi, hein, parce que notre valeur, elle va peut-être fluctuer dans l'intervalle, elle ne va pas être pile au centre. Hein, notre valeur, la valeur de la fréquence de du caractère dans l'échantillon qu'on a pris,
eh bien, il faut qu'elle soit dans cet intervalle. Hein. Et plus on prend un échantillon grand, plus elle doit être dans cet intervalle. Elle va être dans cet intervalle, donc en valeur limite. Eh bien, quand n va devenir de plus en plus grand, la probabilité qu'elle soit dans cet intervalle sera égale à 1 moins alpha. Alors, les valeurs à connaître, c'est le seuil de 95%, c'est-à-dire quand alpha est égal à 0,05, donc 1 moins 0,05, c'est 0,95. Et à ce moment-là, tu vas reconnaître la valeur qu'on a vue déjà dans le cours sur la loi normale centrée réduite, c'est-à-dire la valeur de 1,96. Hein. On avait déjà vu ça, U indice 0,05, c'est-à-dire U alpha, est égal à 1,96. C'est-à-dire c'est la seule valeur telle que P de grand X, en fait, P que grand X soit compris entre moins 1,96 et 1,96 est égal à 0,95. Hein, c'est ça ce U alpha. Et l'autre valeur, c'est au seuil de 99%. Donc ici, le alpha, c'est 0,01. Et la valeur de U alpha qui à connaître, c'est 2,58. Voilà. Voilà pour cette partie. Maintenant, on va traiter dans la partie suivante un exemple avec tout ceci. Oui, avant de passer l'exemple, j'ai oublié de parler de la prise de décision, mais j'en ai parlé quand même auparavant. C'est-à-dire que nous, on va s'intéresser essentiellement à un seuil de 5%. C'est-à-dire, on a 5%, notre marge d'erreur quand on accepte ou pas la décision est de 5%. On va se tromper à 5%, à 5% près. Alors, on cherche à savoir, donc avec une erreur possible de 5%, si la proportion, si ma pièce, elle est truquée ou pas, ou encore si les produits qu'on m'a livrés correspondent bien à la charte qualité que le fabricant m'a donné. Donc P, c'est toujours la valeur théorique, hein, c'est-à-dire que sur une pièce, c'est 0,5. Ma pièce, elle doit retomber sur pile ou sur face avec une proportion de 0,5. Le caractère, est-ce qu'elle est truquée ou pas? Dans le cadre de des fabrications, P, c'est, j'avais dit 0,05, c'est-à-dire 5% de pièces défectueuses. Et le caractère, c'est les pièces sont défectueuses ou pas. Alors, pour pouvoir utiliser tout ça, sur un échantillon de taille n, il faut prendre un échantillon tel que n soit supérieur ou égal à 30. Donc avec moins de 30 lancés, c'est pas la peine de faire ça. Ou si je teste moins de 30 produits qui me sont livrés, c'est pas la peine. Il faut que l'espérance soit supérieure à 5, hein, n fois P0. P0, c'est-à-dire la probabilité théorique. Hein, et il faut que n facteur de 1 moins P0 soit supérieur à 5. Donc voilà, il faut qu'on ait ces trois critères de réaliser pour ensuite calculer l'intervalle de fluctuation asymptotique. Alors première chose à faire, on calcule l'intervalle de fluctuation asymptotique avec P0. P0, soit c'est 0,05 dans le cas de la production de pièces, soit dans le cas de mes pièces de monnaie, c'est 0,5. Le 1,96, c'est parce qu'on est au seuil de 5%. Hein. C'est le U alpha. C'est le U alpha qu'il faut connaître. Parce qu'on me dit que c'est au seuil de décision de 5%. Si on m'avait dit qu'on était au seuil de décision de 1%, ça veut dire que si on aurait été au seuil finalement de 99%, il aurait fallu prendre 2,58. D'accord? On écrit la formule de l'intervalle. Puis, on calcule la fréquence. Là, c'est je lance mes pièces de monnaie une centaine de fois et je regarde si c'est pile ou face et je calcule la fréquence. Et après, j'applique la règle. C'est-à-dire, si cette fréquence
est dans cet intervalle, n'est pas, pardon, dans cet intervalle, à ce moment-là, je rejette l'hypothèse. Je dis, bah non, c'est pas vrai, votre pièce, elle est truquée. Voilà. Et on rejette. Ou là, votre production, ça correspond pas. Vous m'aviez dit qu'il y avait il y avait pas plus de 5% de fruits qui étaient pourris, et ben en fait il y en a plus. Ou vous m'aviez dit que vos ampoules, il y en avait pas plus de 5% qui étaient défectueuses, ben c'est pas vrai. Voilà, et on s'arrête là. Maintenant, si la fréquence est dans l'intervalle, on ne la rejette pas. Mais attention, en sachant que peut-être qu'on se trompe, qu'on accepte, c'est-à-dire qu'on ne rejette pas l'hypothèse, mais à tort, avec un seuil de décision qui est de 5%. C'est-à-dire que à tort, je risque d'accepter l'hypothèse avec une erreur de 5%. Alors souvent après, dans les exercices, on dit, bah oui, mais pour augmenter cette précision-là, combien faudrait-il tester d'ampoules, regarder les fruits ou lancer ma pièce de monnaie, hein, ça pourrait être des suites d'exercices. Voilà, voilà ce qu'on va faire. Eh bien, on va le faire sur l'exemple suivant, qui est celui-là. Tu peux y réfléchir. Je vais terminer la vidéo et puis on va le faire dans une vidéo suivante. Allez, bon courage.